RDC, Doha, paix ou piège. Vérité, enjeux cachés, minerais et géopolitique. Un projet d'accord de paix entre la RDC et le M23 circule, tandis que Doha s'apprête à accueillir un nouveau round de négociations. Mais sur le terrain, la guerre continue. Les civils fuient par millions et les positions se radicalisent. Ce n'est pas seulement une affaire de cessez-le-feu, c'est le cœur d'un affrontement mondial pour les minerais stratégiques, une bataille d'influence entre puissances et un test de souveraineté pour Kinshasa. Voici l'analyse sans phare. Ce que cache l'accord, qui y gagne, qui y perd, et ce que la RDC doit faire pour transformer l'illusion de paix en sécurité réelle. La publication d'un projet d'accord de paix partagé avec la République démocratique du Congo et le M23, dans la foulée d'une déclaration de principe signée à Doha le 19 juillet et d'un accord RDC-Rwanda parrainé à Washington fin juin, semble offrir une fenêtre de respiration diplomatique. Le médiateur qatari promet un important cycle de négociations et certaines chancelleries y voient déjà un jalon vers la désescalade. Pourtant, dans les collines du Nord et du Sud Kivu, rien ne s'est apaisé. À Mulamba et le long d'autres lignes de front, les attaques se poursuivent, parfois plus audacieuses qu'avant, comme si chaque salve militaire visait à peser davantage sur la table des négociations. Le cessez-le-feu, fragile de l'aveu même de partenaires américains, ressemble à une bulle de savon, une pression de plus, et il éclate. Cette antinomie entre diplomatie et réalité n'est pas nouvelle au Congo. Elle fonctionne comme une mécanique. Plus le texte est ambitieux, plus la duplicité des acteurs régionaux est grande. Depuis la résurgence du M23 fin 2021, tout indique que l'organisation n'est pas une rébellion organique, mais l'extension paramilitaire d'un projet étatique rwandais, disloquer la souveraineté congolaise dans une zone minière clé et installer une pression permanente pour forcer Kinshasa à négocier en position d'infériorité. On a déjà vu ce film, CNDP hier, M23 aujourd'hui, un jeu d'étiquettes qui maintient la dénégation plausible à Kigali. Les cycles de négociation deviennent alors des respirations stratégiques où l'agresseur consolide des lignes, réarme, recrute et élargit la profondeur de manœuvre autour de villes névralgiques, marchés miniers et corridors logistiques. Comprendre Doha exige de déplacer la focale. Ce n'est pas seulement un théâtre diplomatique, c'est un nœud d'intérêt. Le Qatar s'affirme comme médiateur global, mais aussi comme investisseur de long terme. On parle de dizaines de milliards destinés à la RDC. Pour Doha, stabiliser l'Est, c'est sécuriser l'accès à des flux de minerais critiques. Cobalt, coltan, cuivre, lithium, qui pèsent sur tout. Des batteries aux réseaux électriques, des serveurs d'IA aux systèmes de défense. Pour Washington, l'axe est encore plus net. Décarbonation, relocalisation partielle des chaînes de valeur et surtout, réduction de la dépendance à des raffinages extra-régionaux. Dans cet échiquier, Kinshasa n'est plus périphérique. La RDC devient l'une des clés matérielles de l'économie du XXIe siècle. La guerre, en d'autres termes, n'est pas un simple conflit local. Elle se branche sur la compétition systémique USA, Chine, Russie et sur la ruée vers les métaux stratégiques. C'est pourquoi toute paix qui oublierait la logique des matières premières serait vouée à l'échec. L'Est est un espace de rente. Chacun veut verrouiller un segment de la chaîne. Extraire, transporter, taxer, raffiner, exporter, certifier. Le M23, dans ce schéma, fonctionne comme un bras armé d'influence et de capture. Les frontières administratives importent moins
que les frontières logistiques. Routes, pistes, hubs ou transit minerais et caches. Un cessez-le-feu non accompagné d'un contrôle effectif de ces hubs par Kinshasa ne serait qu'un répit, et un répit profitable surtout à ceux qui prospèrent dans la contrebande. La RDC doit donc lier toute concession diplomatique à des garanties palpables. Neutralisation des corridors illicites, démantèlement des bases d'appui, mécanisme de vérification intrusif et un dispositif régional qui engage la responsabilité des parrains. Le rôle des parrains est le déni persistant de la littérature diplomatique. Or, toute médiation honnête doit partir de la réalité. Le M23 ne serait pas ce qu'il est sans le Rwanda. Les indices, les rapports, les recoupements militaires l'ont montré à répétition. Négocier avec le M23, sans contraindre Kigali, c'est accepter l'illusion d'un interlocuteur fantoche et préparer le retour de la belligérance. D'où la question cardinale pour Doha. Quel levier sur Kigali? Quel coût si les violations persistent? Et quelle contrepartie si Kigali coopère réellement? Le passé invite au scepticisme. La rhétorique de la sécurité rwandaise, prétexte FDLR, a longtemps servi de cheval de Troie. La seule base correcte de négociation est l'agression avérée contre un État souverain. Point final. Et la cessation de cette agression ne peut pas reposer sur la bonne foi de communiquer, mais sur la contrainte vérifiable. Dans cette perspective, Washington, Doha et les partenaires africains doivent revenir à l'essentiel. La souveraineté de la RDC et la sécurité des civils. Les deux vont ensemble. Plus de 2 millions de déplacés depuis janvier. C'est un pays fracturé socialement, une économie locale en cendres, des générations d'enfants privés d'école. Les camps autour de Goma et Bukavu deviennent des villes sous tente où prospèrent maladies, exploitation et désespoir. La mémoire des guerres précédentes montre l'effet délétère de l'assistance sans sécurité. On gère la misère au lieu d'éteindre le brasier. Une paix de papier, sans protection robuste des civils et sans restauration de l'autorité de l'État, est immorale et impraticable. Elle perpétue l'idée que la violence paie, qu'elle offre des dividendes politiques, médiatiques et économiques. Côté Kinshasa, l'équation est rude, mais pas insoluble. L'État doit agir sur 3 axes simultanés. Premier axe, bâtir la force. Cela signifie réformer vite et bien les faits RDC, filtrer les infiltrés, mettre fin à l'impunité de certains officiers, combler les failles logistiques, munitions, mobilité, renseignements, investir dans la défense anti-drone, la surveillance aérienne et la capacité d'interdiction. Le moral et la cohésion sont décisifs. Les Wazalendo incarnent une énergie patriotique réelle. Il faut l'absorber et la discipliner dans une architecture de défense claire pour éviter la dispersion et les dérives. Une armée qui tient le terrain donne du crédit à la diplomatie et sanctuarise les populations. Deuxième axe, verrouiller la diplomatie. La RDC a marqué des points à Washington et à Doha. Elle n'est plus seule à pointer l'agression. Il faut maintenant traduire cette reconnaissance en mécanismes de sanctions et de pression. Les alliés doivent lier leur aide et leur partenariat au progrès vérifiable sur le retrait des éléments rwandais déguisés, le séquençage du désarmement et la remise des positions clés. Un calendrier sans levier est une invitation au dilatoire. Il faut donc un paquet dissuasif, gel d'avoirs, restrictions sur des réseaux d'affaires qui profitent du conflit et conditionnalité sur l'accès à certains marchés. L'objectif n'est pas d'humilier Kigali, mais d'aligner ses incitations sur la paix véritable. Autrement dit, faire de la poursuite de la guerre une option coûteuse. Troisième axe, réencastrer l'économie réelle. La paix ne se tient que si les populations voient un bénéfice concret. Routes rouvertes, écoles, centres de santé,
marché, sécurité pour la saison agricole. Les mégaprojets ne suffisent pas. Il faut des gains visibles au pied de la colline. Dans une région où la contrebande est souvent le seul salaire, l'État doit offrir une alternative crédible. Cela suppose des recettes fiscales sécurisées, des chaînes de valeur locales, transformation primaire sur place, emploi et un système de traçabilité qui paie mieux le légal que l'illicite. C'est aussi sur ce terrain que l'investissement qatari et les partenariats américains peuvent devenir des stabilisateurs à condition d'acheter la paix par l'emploi et les services, pas seulement par les communiqués. Reste la bataille narrative, aussi stratégique que les positions sur le terrain. Kigali a longtemps excellé à l'international, réseau d'anciens, think tanks amis, capitale de sympathie forgée après 1994. Cette rente symbolique a offert une indulgence durable. Mais les plaques tectoniques bougent, enquêtes, fuites, images et surtout une opinion mondiale plus attentive à l'intégrité des chaînes d'approvisionnement. L'argument de la stabilité ne convainc plus si elle repose sur une instabilité exportée chez le voisin. Kinshasa doit investir ce champ. Documentation minutieuse, diplomatie publique, coalition d'experts, usage créatif des instances régionales et onusiennes. Nommer les faits, démonter les narratifs, mettre en lumière les flux, c'est transformer l'indignation en architecture de contrainte. La comparaison avec d'autres trajectoires africaines sert d'avertissement. Jonas Savimbi, charismatique et redoutable, a longtemps vécu de l'ambiguïté. Guerre comme levier politique, alliances variables, économie de prédation. La machine s'est enrayée lorsqu'en face, la combinaison force-diplomatie s'est solidifiée. La mort de Savimbi a clos un cycle. Charles Taylor, qui se croyait intouchable, a fini dans une cellule pour crimes de guerre. Le système de rente par les diamants et la terreur a buté sur une coalition internationale décidée. La leçon vaut pour Kigali. Lorsque les appuis externes s'effritent et que l'adversaire structure sa défense, l'option « guerre permanente à bas bruit » cesse d'être rentable. Continuer, c'est risquer l'isolement, les sanctions ciblées et l'imprévisible, y compris interne. Sur le plan régional, l'équation n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Le Burundi, concerné par la sécurité de ses frontières, a calibré sa posture. L'Ouganda, dont le jeu a souvent été ambivalent, se retrouve face à un calcul plus complexe avec l'exposition croissante des circuits miniers illicites. La Tanzanie et la Zambie restent sensibles à la stabilité des corridors d'exportation. L'Angola observe, arbitre parfois et peut peser. Plus au nord-ouest, l'Alliance des États du Sahel, AES, change la conversation sécuritaire africaine. Elle prône une souveraineté robuste et une réduction des dépendances. Sans transposer mécaniquement, la RDC peut s'inspirer d'une idée simple. L'Afrique doit définir ses propres lignes rouges. Quand un État subit une agression, la solidarité régionale ne peut pas s'arrêter au communiqué. Elle doit se traduire par des postures dissuasives, des échanges de renseignements, des mécanismes conjoints de sécurisation des frontières. Tout cela renvoie à la question politique intérieure congolaise. L'État est-il outillé pour absorber une paix exigeante? Une paix véritable n'est pas l'absence de tir, c'est l'existence d'institutions qui protègent. Il faut une chaîne de commandement claire, des budgets exécutés sans fuite, des audits, une justice militaire qui sanctionne les exactions et une protection effective des civils. La cohésion nationale est un multiplicateur de puissance. Lorsque l'armée et la population se sentent du même côté, lorsqu'un agriculteur peut moissonner sans craindre un checkpoint illégal, la légitimité de l'État devient contagieuse. C'est ce tissu invisible qui, en cas de rechute,
évite l'effondrement. Dans les négociations à Doha, la RDC doit donc inscrire, noir sur blanc, une architecture robuste et séquencée. D'abord, définir ce qui compte. La fin des hostilités ne se mesure pas seulement en absence d'attaque pendant X jours, mais en retrait vérifié des positions avancées, en cantonnement, en remise des armes lourdes, en démantèlement de points de taxation illicites et en reddition d'individus recherchés pour crimes. Ensuite, articuler les incitations. Réintégration sélective pour certains combattants, mais pas de blanchiment automatique des responsables d'atrocités. Programme DDR réaliste et financé. Perspective civile pour les jeunes tentés par l'économie des armes. Enfin, bâtir un mécanisme de vérification intrusif, avec imagerie, capteurs, patrouilles mixtes et surtout une capacité de rapport public rapide pour tuer la propagande à la source. La contrepartie attendue des partenaires doit être nette. Investissement, conditionné sécurité dans les zones libérées. Quand une colline est sécurisée, un plan 90 jours doit déclencher la reconstruction minimale. Chemins praticables, dispensaires, écoles, microfinancement pour relancer marchés et ateliers et déploiement d'une police territoriale. La population doit sentir que la paix paie immédiatement. Sinon, les entrepreneurs de violence reviennent avec des soldes rapides et des promesses fallacieuses. C'est là que Doha peut réellement faire la différence. En s'engageant à financer le pont entre cessez-le-feu et normalité. Pas uniquement la salle de conférence. Reste l'angle moral, souvent sacrifié sur l'autel du réalisme. Les millions de déplacés ne sont pas une statistique. Ce sont des citoyens qui ont droit à la justice et à la réparation. Une paix qui annule la responsabilité est une paix courte. La RDC n'a pas besoin d'une vendetta générale. Elle a besoin de la vérité et de signaux forts. Les juridictions nationales et, lorsque nécessaire, des mécanismes internationaux ad hoc doivent documenter, juger et punir. Le message, au Kivu comme à Kigali, doit être clair. La terreur n'achète pas l'immunité. Plus la chaîne de responsabilité est courte entre crimes et sanctions, plus faible est l'incitation à la récidive. Sur le plan international, la RDC doit capitaliser sur la transformation en cours des chaînes d'approvisionnement. Les acheteurs finaux d'électronique, d'automobiles, d'énergie sont sous pression réglementaire et sociétale pour démontrer que leurs métaux ne financent pas des groupes armés. C'est une opportunité historique. En alignant la sécurité intérieure avec des régimes de certification crédibles, Kinshasa peut convertir la vertu en prime de marché. Le minerai conforme paiera mieux, créera plus d'emplois locaux et attirera des partenaires sérieux. Cela implique de sortir des faux labels et de construire une traçabilité dure. Technologie, audit, sanctions, arrimées à la présence de l'État. Ce lien intime entre paix et valeur ajoutée locale est l'antidote durable à la prédation. Dans cette longue marche, la communication présidentielle a un rôle de boussole. Dire ce qui est non négociable, l'intégrité territoriale, la sécurité des civils, la fin de l'économie de guerre. Dire ce qui est négociable, les modalités de réintégration, certains aménagements politico-administratifs, des garanties pour des communautés instrumentalisées par les chefs de guerre. La clarté publique construit l'adhésion. Elle coupe la route à la rumeur, ce carburant des manipulations. Elle fait comprendre aux partenaires que la RDC ne monnaie pas sa souveraineté, qu'elle la structure. On doit aussi reconnaître le facteur temps. Un accord peut naître en quelques pages. Une paix a besoin d'années. Il faudra des reculs, des provocations, des tentatives de sabotage. C'est précisément pourquoi la RDC doit penser en architecture résiliente,
redondance logistique, réserve stratégique, formation continue, rotation des unités, soins aux blessés, soutien aux familles de soldats, programme de réinsertion. Une nation qui prend soin de ceux qui la défendent gagne une profondeur stratégique que n'achète aucun traité. Enfin, l'avertissement à Kigali doit être livré sans haine et sans embâge. Le Rwanda peut choisir devenir un voisin ordinaire, commercer légalement, bâtir des complémentarités régionales et profiter d'une RDC stable ou persister dans le harcèlement armé par procuration et risquer l'isolement. L'histoire pèse lourd. Savimbi, Taylor et d'autres ont cru pouvoir défier éternellement la gravité. Elle finit toujours par s'imposer. Les alliances changent, les marchés se referment, et un matin, ceux qui semblaient intouchables découvrent que plus personne ne leur répond au téléphone. Le pari de l'escalade permanente est un mauvais pari. Pour Kigali, comme pour Kinshasa, l'avenir qui paie est celui de la paix adulte, de l'économie formelle, des frontières respectées. Alors, Doha, paix ou piège? Ce sera ce que la RDC en fera. Si Kinshasa va à la table en position d'affirmation, armée réformée, ligne tenue, partenaires alignés, exigences claires, calendrier à levier, Doha peut être l'embrayage d'une restauration souveraine. Si au contraire la RDC arrive en quête de soulagement, sans architecture de contrainte, Doha deviendra une parenthèse avant la prochaine offensive. Le choix n'est pas théorique. Il s'écrit dans la boue des routes du Kivu, dans les abris de fortune des déplacés, dans les états-majors et les chancelleries. Et il repose sur une certitude. La paix n'est pas un cadeau, c'est une construction. Dans cette construction, chaque brique compte. Brique militaire, capacité d'interdiction, renseignement, mobilité, défense anti-aérienne, maîtrise du relief, brique sociale, retour des services de base, justice de proximité, filet de sécurité pour les ménages ruinés, brique économique, formalisation des flux, microcrédit productif, incitation à la transformation locale, brique diplomatique, coalition d'appui, sanctions ciblées, vérification intrusive, brique narrative, documentation publique, lutte contre la propagande, pédagogie nationale. Assemblées, ces briques forment un mur qui dissuade la prochaine balle et rend inutile la prochaine négociation. Le projet d'accord diffusé aujourd'hui ne dit pas tout. Aucun projet ne le peut. Il offre un cadre. C'est déjà beaucoup si l'on sait s'en servir. Mais il ne remplacera jamais la seule garantie durable de la paix congolaise. La capacité de l'État à protéger, à punir les crimes, à transformer la rente minière en prospérité citoyenne et à parler d'égal à égal avec ses voisins et partenaires. Un Congo qui tient debout ne négocie pas sa sécurité. Il la propose comme base de coopération gagnant-gagnant. Et il n'a pas peur de dire non quand on lui suggère de confondre cessez-le-feu et capitulation rampante. Ce qui se joue à Mulamba, à Walikale, à Rutshuru ou à Kalehe, c'est plus que des positions sur une carte. C'est la preuve par le réel de la thèse congolaise. Si, dans les semaines qui viennent, les lignes congolaises tiennent, si les attaques sont contenues, si chaque accalmie s'accompagne d'un retour de l'État et d'un mieux vivre, alors la RDC arrivera à Doha avec une voix plus grave et plus crédible. Elle pourra dire « Nous ne demandons pas une faveur, nous exigeons la fin d'une agression et nous apportons la preuve que la paix est possible quand on nous laisse faire notre métier d'État. » Et si, par malheur, l'adversaire décidait de saboter l'effort en multipliant les provocations, en ciblant des civils, en franchissant des lignes rouges, il faudra que le coup soit immédiat, visible, documenté. C'est ainsi que l'on ferme la parenthèse de l'impunité. C'est ainsi que l'on transforme le Congo en sujet
non en terrain de jeu. La paix à Doha n'est pas un mot, c'est un test. Test pour Kigali, renoncer à la duplicité ou assumer le prix de la persistance. Test pour Kinshasa, prouver que l'État a la colonne vertébrale, qu'il sait lier la force à la justice et la justice à l'espoir. Test pour les partenaires, choisir entre la facilité d'un communiqué et la difficulté féconde d'un accompagnement exigeant. Dans ce triple test, la RDC a plus d'atouts qu'on ne le croit. Un capital humain profond, des ressources qui intéressent le monde entier, une diplomatie qui a appris, au fil des années, à nommer les choses et à bâtir des alliances utiles. Terminons par l'essentiel, les Congolais. Ce sont eux, et eux seuls, qui savent ce que coûte chaque recul, chaque trêve brisée, chaque promesse trahie. Dans leur voix, il y a une demande simple: sécurité, dignité, travail. Cette demande, un État la comprend et la sert. Un groupe armé la manipule et l'écrase. Doha ne tranchera pas cette différence. Seule la RDC, en se hissant au niveau de ses devoirs, la fera apparaître au monde comme une évidence. Alors, le projet d'accord cessera d'être un pari. Il deviendra une étape vers la seule paix qui vaille, celle qui rend les armes inutiles et la contrebande non rentable, parce que l'État, enfin, aura gagné. Et si certains doutent encore que Kigali puisse changer, qu'ils méditent la loi froide des réalités. Quand les coûts dépassent les gains, même les régimes les plus obstinés révisent leur copie. Les temps changent, les chaînes de valeur se reconfigurent, les parrains d'hier ne répondent plus toujours à l'appel. L'ombre de Savimbi et le destin de Taylor sont des rappels que la surenchère a une fin. C'est à Kinshasa de hâter cette fin, non par bravade, mais par méthode, en liant sa cause juste à une stratégie implacable: tenir le terrain, tenir le cap, tenir parole. Alors Doha, loin d'être un piège, deviendra l'endroit où l'on aura cessé de confondre paix et pause et commencer à bâtir, pierre par pierre, la sécurité congolaise. Eux, disciplinés et équipés, pourra faire face aux défis posés par le Rwanda et ses alliés. Tshisekedi, en affirmant que la paix ne peut être obtenue sans une armée forte, reprend une vérité fondamentale de la politique internationale. La diplomatie n'est crédible que lorsqu'elle est soutenue par une puissance militaire capable d'imposer le respect.